Ce train n'est pas un jouet, même si sa taille modeste pourrait laisser penser qu'il est l'œuvre de modélistes passionnés. S'il est si petit, c'est parce qu'il réalise l'essentiel de son parcours en sous-sol, du fait de sa vocation très particulière. Il est l'un des derniers représentants des nombreux trains miniers qui ont existé en Europe, rappelant au passage que c'est dans des mines au XIXe siècle que le chemin de fer est né. Ici, ce n'était pas du charbon que l'on extrayait, mais la minette, autrement dit des roches contenant des minéraux de fer, mais dont la teneur était relativement faible. Elles étaient sorties de mines à ciel ouvert ou creusées dans des galeries dans de petits wagonnets, dont le contenu était déversé dans de plus gros qui les attendaient à quelques centaines de mètres de leur lieu d'extraction, à la gare du Fond de Grâce, pour être emmenés par un autre train de taille plus habituelle celui-ci, vers les hauts fourneaux les plus proches. L'exploitation du minerai ayant pris fin dans les années 60, l'ensemble du site est devenu un musée en plein air appelé Minette Park, dans lequel plusieurs associations cohabitent afin de perpétuer la mémoire de cette activité industrielle à laquelle cette région du Luxembourg a dû son essor. Miniersboon, qui en luxembourgeois signifie tout simplement « le train de la mine », est l'une d'entre elles. Ces bénévoles m'ont proposé une visite privée dans les tréfonds d'une ancienne galerie où tout a dû être reconstitué par ses soins, car après l'arrêt de l'activité minière, tous les rails avaient été déposés. Je vous fais profiter de cette visite fort instructive dans ce nouveau reportage. Bonjour et bienvenue dans l'Aiguillage. Le Minette Park est situé dans la vallée du Fond de Grâce qui, de nos jours, a retrouvé une certaine quiétude. Difficile d'imaginer que pendant plus d'un siècle, ici même, battait le cœur de l'un des plus importants sites miniers du Luxembourg. On peut le rejoindre en empruntant, depuis la gare de Pétange, le train 1900, un train historique exploité par une autre association installée sur le site de Fond de Grâce, à laquelle je consacrerai également un reportage sur cette chaîne. Sur place, plusieurs bâtiments témoignant de l'histoire de l'activité minière ont été préservés, parmi lesquels celui-ci qui renfermait une ancienne station électrique. Il se trouve à 2 pas de la petite gare où j'ai rendez-vous avec les membres de l'association qui m'ont proposé de m'envoyer un train-taxi afin que je puisse les rejoindre plus facilement. Quand je vois cette petite locomotive exposée près des quais de la gare, en effet, je suis assez curieux de voir ce qui m'attend. Finalement, c'est somme toute un locotracteur plutôt classique qui s'annonce, si ce n'est qu'il roule sur une voie à l'écartement assez inhabituel de 70 cm. C'est à son bord que je vais pouvoir me rendre en compagnie de Joël, qui sera mon guide tout au long de cette journée, dans les locaux qui servent de camp de base aux membres de l'association Miniersboon. Au bout de quelques minutes d'une balade sur les rails en forêt, nous voici arrivés. Le bâtiment est situé tout près de l'entrée d'une galerie, au pied d'une impressionnante autre construction, un ancien concasseur dans lequel étaient déversées les pierres à peine sorties de la mine afin d'en réduire la taille en vue de leur transport vers les hauts fourneaux. Pour que l'aventure sous terre qui m'attend puisse commencer, il va me falloir changer de monture. Une partie de l'équipe de l'association s'est donc enfoncée, lampe frontale allumée et dûment fixée sur leur casque, dans la galerie pour aller en extraire les rames qui y dorment entre 2 journées d'ouverture au public. Les voici qui sortent du tunnel. À première vue, on penserait presque à un jouet, mais il n'en est rien. Il s'agit tout simplement d'un train dont le gabarit a été taillé à celui de la galerie dans laquelle il doit se faufiler. Des locomotives comme celles qui sortent de ce tunnel, l'association en a récupéré pas moins d'une 50aine, mais à 2 exceptions près, toutes ont été rachetées par l'association auprès d'autres mines, car lorsque celle-ci a cessé son exploitation, rien n'a été conservé sur place. Lorsque Miniersboon a été créé, il a dans un premier temps par conséquent fallu commencer par reposer les 6,5 km de voies qu'elle exploite maintenant et qui, de l'autre côté du tunnel, nous emmèneront vers le village de mineurs de La Sauvage et, au-delà, vers la commune de Saulnes, située sur le territoire français, ce qui a valu à Miniersboon le titre de premier chemin de fer musée transfrontalier créé au sein de l'Union européenne. Les manœuvres qui visaient à composer la rame que l'on va engager pour ma visite venant de s'achever, je vais tâcher de me faire aussi petit que possible pour m'installer en cabine aux côtés de Joël, dans cette locomotive qui semble plus taillée pour des Lilliputiens que pour des humains ordinaires. Et voilà. On est parti? Oui, presque. Voilà maintenant. Direction la mine alors? C'est ça, oui.
Donc on part de Rodange et on traverse en fait la mine et on sortira à la Sauvage. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas énormément de place. Hein. Non. Donc voilà, maintenant un peu de bruit à cause du ventilateur. Ah oui, c'est une marche. C'est oui, pour l'aérage de la mine. La ligne fait combien de kilomètres là? Ici, dans la mine, on parcourra avec le train 1,4 km. Donc c'était en fait en exploitation la ligne principale. Donc il faut aussi imaginer ici à gauche et à droite, il y a beaucoup de plus petites galeries qui traversent en fait toute la montagne et par cela les mineurs accédaient à leur chantier où ils abattaient en fait le minerai de fer. Donc les mineurs ils allaient directement... Normalement oui. Bon, oui, la règle était comme ça, mais quand même ils avaient des trains pour acheminer les mineurs plus loin dans la mine. Donc c'était aussi une question pour gagner du temps pour le patron, car oui, les heures où les gens circulaient pour arriver au chantier, ils ne produisaient rien. Donc ils avaient aussi des wagons ou des voitures pour acheminer les mineurs sur le chantier. Ce train-là, il a circulé jusqu'en quelle année en tant que train de mine, vraiment? Ici, l'exploitation s'est terminée en 1978. Donc 1907, c'était le début et donc 1978, c'était en fait oui, la fin de l'exploitation minière ici. Donc oui, la fin de l'exploitation minière, c'était venu à cause de la crise pétrolière et crise d'acier. Donc en d'autres termes, c'était plus rentable pour prendre le minerai ici et transporter 2 km pour produire du fer. C'était plus rentable d'importer les minerais de fer du Brésil, de la Suède ou d'autre part pour transformer ici en acier. Donc voilà. C'était le même sort en Lorraine, c'était la même chose. Là, il faut juste dire, en Lorraine, les mines, ils fonctionnaient encore beaucoup plus longtemps qu'au Luxembourg. Donc oui, Lorraine, donc c'était 97, la dernière mine qui se fermait. Donc c'était, oui, encore tant d'années. Qu'est-ce que tu as comme possibilité là pour conduire ta locomotive? Tu as ce volant qui te permet de... Oui, en fait, c'est un volant pour tractionner, respectivement pour le frein électrique. Oui. Et ici, c'est l'inverseur. Et par la suite, oui, le frein à main, en fait, c'est pour oui, le frein d'immobilisation. Et ici, on a pour le frein automatique, donc le frein à l'air comprimé. Et là, le frein direct. Okay. Et par le reste, c'est oui, comme chaque locomotive, donc les manomètres pour voir l'état des freins. Et voilà. Ici, l'inverseur, donc c'est assez simple. C'est oui, les locomotives des mines ici, donc ils utilisaient tous des systèmes comme ça, donc avec oui, des formes différentes oui, c'est pour question de sécurité, mais par le reste, oui, la technique est assez simple. Donc ici, on choisit en fait en fonction ici d'écran, donc plus ou moins de résistance qui sont sur le moteur ou avant le moteur pour en fait réguler la vitesse. Donc c'était pas très oui, au niveau énergétique c'était pas trop bon car oui, on grillait en fait l'énergie qui est trop par des résistances, mais c'était très fiable. Donc c'était assez important dans les mines, donc avoir du matériel qui fonctionne et qui est aussi donc pas très
on va dire, vulnérable. Oui, on a cherché à faire du matériel très fiable et pas forcément très sophistiqué, mais en tous les cas très fiable. Et ici, donc, oui, cette locomotive-là, on a refait donc, complètement. Oui, les moteurs de traction, donc on les a fait révisionner, aussi donc les trains de roue, reprofilage et aussi suspension, la caisse, on a repeint. Et aussi tout ce qui est donc électrique, aussi pneumatique, on a donc aussi refait. Donc on a aussi mis l'eau mort, donc pour question de sécurité. Donc voilà. Elle est, oui, 1920, oui, mais on va dire l'intérieur, c'est oui, plus moderne. Oui, pour pouvoir fonctionner les locomotives anciennes en service régulier, il faut quand même avoir quelque chose qui est fiable au niveau de la sécurité. Justement, l'homme mort, toi tu agis sur quoi alors pour, donc une pédale. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça, oui. Donc c'est comme... Ouais. Et aussi ici, on a un petit bouton en cas de manœuvre. Ouais. Et voilà. Et ici, c'est en fait le klaxon. Donc pneumatique aussi. Ah, c'est ça gemacht? Ja. Nee, du kannst aber mal plus, ne? Ja. Handbremse meinst du? Ja. Nee, kannst du mal plus. Juste pour l'histoire, ici, l'endroit, il y a 2 ans, on a eu un très grand chantier. Donc, le soutènement ici, donc les poutrelles, ils sont tout neufs, ici à gauche et à droite. Donc, c'était par, on va dire, précaution. On a fait le soutènement préventif pour que, oui, la mine, elle reste en sécurité. Ouais, donc, ce sont des travaux qu'il faut faire régulièrement pour, oui. C'est plus simple d'agir en préventif au lieu d'attendre le moment où il faut vraiment faire. Ça veut dire qu'effectivement ici, en plus du travail que vous avez à faire sur les trains, il y a tout le maintenir aussi en état la mine, quoi. Oui, voilà, on peut dire comme ça. Donc pendant la saison, entre mai et septembre, on fait rouler les trains les dimanches et les jours fériés et les cours spéciaux. Et on va dire à côté de la saison, donc hors saison, c'est en fait l'hiver. On utilise pour faire les entretiens, les réparations. Et ici dans la nuit, oui, aussi le soutènement, oui, les travaux de voie. Donc effectivement, on engage aussi des firmes car le volume du travail ne permet pas qu'on fait tout seul car on est tous bénévoles. Donc on peut donc être ici, oui, si on a congé ou aussi le week-end, mais ça ne couvre pas vraiment tout le travail, c'est pas faisable. Et voilà. Là, vous roulez comme un train classique, c'est-à-dire qu'il y a un chef de train qui te donne le départ? C'est ça, oui. Il donne le départ soit par sifflet ou par radio, et on peut donc continuer. Et voilà, du coup, de Rodange à la Sauvage, on descend, on va dire, donc l'entrée Rodange et entrée la Sauvage, ils ont une différence d'auteur de 13 mètres, donc oui, presque la totalité ici du tronçon, il est donc descente. Voilà. Donc dès qu'on a lancé le train, il faut juste freiner. Ouais. Tu as rien qui te permet de connaître ta vitesse là? Non. C'est vraiment oui, il faut un peu sentir le tout. On va dire dans les mines de fer ici et aussi en Lorraine, les vitesses des trains, ils étaient 15 à l'heure plus ou moins. Donc c'était pas comme au grand chemin de fer, je vais dire. Donc tous les signaux de vitesse, on n'a pas besoin car la vitesse elle est pas si haute qu'habituée. Et il n'y avait pas de signalisation, donc non. Donc comment ils s'arrangeaient pour être sûr qu'il n'y ait pas un train en exploitation, c'était réglé assez simple. Donc par couche, ils avaient une locomotive qui tractait les trains. Donc ils avaient oui, leur propre système, on va dire, pour empêcher que l'une locomotive puisse être sur le nez de la deuxième. Donc ils s'arrangeaient entre eux, on va dire, si le train
si le train numéro 1, il était à l'extérieur avec les minerais de fer, donc le deuxième train qui était déchargé, il entrait. Et donc il faisait en fait un aller, un retour, l'une et l'autre. Donc c'était, oui, de ce sens-là très simple. Donc c'était le cas ici dans la mine. Donc c'était une mine plus ou moins petite, mais on a aussi eu des mines en Lorraine qui étaient vraiment grandes. Là, effectivement, au fil du temps, ils érigeaient, oui, on va dire un poste de commande. Avec une signalisation. Oui, effectivement, une signalisation avec on va dire un shaft de circulation qui gérait en fait les trains. Et vous, quand vous exploitez vos trains touristiques, on va dire, c'est pareil, il n'y a qu'un seul train qui est sur la voie. Comment est-ce que vous... Voilà, par principe, donc par ligne, un seul train. Donc oui, on a aussi des exceptions. Si on a une petite pointe de visiteurs, donc on fait circuler deux trains. Mais en fait, l'un train, il entre dans la mine. Si l'autre train, il a dépassé en fait la gare où on était maintenant. Donc le train numéro 1, il dit au deuxième, voilà, j'ai passé la gare, tu peux franchir jusqu'à la gare. Et voilà, ainsi la suite. Me voici arrivé à mi-chemin de mon parcours souterrain. Les membres de l'équipe qui m'accompagnent viennent de couper le courant électrique qui circule dans le trolley. Je peux donc descendre en toute sécurité du train pour la suite de ma visite, qui se fera à plusieurs dizaines de mètres sous terre, dans des galeries creusées perpendiculairement et parallèlement au tunnel d'accès. Donc voilà, le compresseur, on allume maintenant pour... lors des courses spéciales, on a des visites guidées et sur les visites guidées, on va aussi démontrer l'outil à air comprimé que les mineurs utilisaient. Et le compresseur est là pour fournir en fait l'air comprimé. Donc voilà. Ici, on a en fait reconstitué donc une ancienne sous-station, on va dire. Donc dès les années 1910, les outils à air comprimé ont été introduits et avec un tel compresseur, il produisait en fait l'air comprimé. Et pour faire voir aux visiteurs comment ça fonctionne, on a donc installé ce compresseur-là. On ne produit pas de l'air comprimé avec celui-ci car il date des années 1930, donc on veut épargner le compresseur, c'est juste pour faire marcher pour la démonstration. Voilà, c'est assez simple. En fait, l'entraînement, c'est le moteur électrique qui est situé là. Donc, et par la bande, bon, dans le temps c'était cuir, mais c'est synthétique maintenant. Donc, oui, par la bande bleue, on va dire, il transmet en fait l'énergie sur la grande roue et la roue donc fait en fait ici entraîner ici le piston dans le cylindre. Donc cette partie-là, c'est oui, une pompe à vélo jusqu'en grand. Et le compresseur il produisait entre 6 et 9 bars. Et par la conduite ici, donc l'air comprimé, elle part sur chantier pour entraîner en fait les outils à air comprimé. Et bien évidemment, pour faire tourner un moteur électrique, il faut aussi l'énergie électrique. Donc aujourd'hui aussi chez nous et aussi dans les mines, donc le câble rouge ici que vous voyez, donc c'est 5000 volts qui viennent donc de l'extérieur du réseau électrique. Le transformateur qu'on entend ici, il va transformer donc du courant alternatif 400 volts comme à la maison pour faire marcher les moteurs électriques et dans notre cas en fait l'éclairage. Donc oui, dans une mine active, on n'a pas d'éclairage comme ici, mais ici avec les visiteurs, il le faut. Voilà. Et pour ça, en fait, le transformateur. Et voilà, dans les mines, ils avaient de telles sous-stations pour en fait fournir l'énergie pour faire tourner en fait l'exploitation. Et l'alimentation de la ligne électrique du train ne vient pas d'ici alors? Elle est fournie à l'extérieur, à l'atelier, on a une annexe avec une sous-station, transformateur et redresseur qui alimente en fait le trolley avec 500 volts courant continu. Mais pour faire voir qu'est-ce que c'est un redresseur, on a ici aussi un redresseur qui est pas sous tension, mais que les gens puissent aussi voir, oui, un redresseur c'est quoi. Là on voit en fait
la partie centrale du redresseur. Donc le redresseur, il sert à passer du courant alternatif que vous recevez au courant continu que vous exploitez ici. C'est ça, oui. Donc, en fait, produire du courant continu, du courant alternatif, ici, les diodes, ils étaient en fait ceux qui faisaient ça. Ce redresseur-là, il vient en fait de la mine d'Asch-sur-Alzette, donc la dernière qui est fermée. Et celui-ci était monté sur un wagon. Et pour eux, c'était juste un petit redresseur pour on va dire, dépannage. Ah oui. Donc il a 1 mégawatt de puissance. Donc pour eux, c'était juste un petit. Donc on peut s'imaginer... voilà, ouais. Donc c'était encore beaucoup plus grand, comme ici, on doit s'imaginer. On a aussi donc le pendant du redresseur, donc l'énergie électrique, donc le courant continu, vient donc ici sur le sectionneur, et le sectionneur est celui-ci qui donc va connecter en fait le redresseur sur le trolley. Donc oui, dans la mine, on n'utilise pas la caténaire, mais un trolley, donc c'est plus simple de la construction comme une caténaire. Donc pour ça, on dit trolley. D'accord, oui. C'est voilà. Un fil qui est simplement tendu. Voilà. Et donc voilà, l'énergie électrique. On peut aussi donc couper l'énergie électrique. Ou on peut couper en fait, oui, l'alimentation avec un tel sectionneur. Donc pour ça, on a monté ici pour oui, les gens puissent s'imaginer comment ça fonctionnait aussi l'alimentation du train. Et ici, on a donc une locomotive électrique. C'est pas originaire d'ici, car tous les locomotives, ou presque tous les locomotives qui ont été utilisées ici, ont été ferraillées. On a dans notre collection juste encore 2 qui survivaient, mais ils ne sont pas en état de marche. Donc celle-ci, elle vient donc de la mine d'Asch-sur-Alzette. Donc on a reçu 97 après la fermeture. Elle est venue chez nous dans cet état, exactement dans cet état. Mais elle fonctionnait dès la fin de cette mine. Donc oui, on croyait en fait tout rouiller et qu'elle fonctionnait plus, mais c'est pas le cas. Donc elle était jusqu'à la dernière minute en fonction. Donc elle a été construite en 1928 et par la suite elle a été aussi, on va dire, modernisée. Dans la mine où elle était utilisée, ils ont télécommandé la locomotive. Donc ici, vous voyez donc la lampe, et ici aussi là pour la télécommande, pour la connexion radio. Et elle fonctionnait télécommandée. On ne dirait pas, mais effectivement, c'était... Donc elle a été télécommandée depuis où? Ils ont utilisé pour changer les wagons. Donc, le tout dernier modèle des mines de fer, c'était tout sur pneus. Ça veut dire donc des grandes chargeuses qui chargeaient les minerais de fer. Ils chargeaient au chantier et donc ils ont déversé donc tous les minerais de fer dans les wagons. Et donc le conducteur de la chargeuse, il avait une sorte de télécommande pour pouvoir refouler le train pour charger wagon par wagon. Et c'était fonctionné comme ça. Et elle pèse 18 tonnes. Donc on ne dirait pas, c'est oui, elle a plus ou moins 5 mètres de longueur et 18 tonnes, c'est déjà beaucoup de poids. Mais il fallait, car pour tracter un train, il faut un peu d'adhérence. Et pour ça, ils ont construit de telle manière pour en avoir. Donc on voit aussi ici le châssis. Le châssis, c'est un bloc, on va dire, il est coulé en un bloc. Et voilà, les 18 tonnes, on peut s'imaginer d'où ils viennent si on voit ici l'épaisseur en fait du châssis. Et ici, on peut aussi voir les roues. Les roues, ils ont un diamètre, presque un diamètre d'1 mètre. Donc ils sont assez grandes, les roues. Donc ça vient en fait de la taille des moteurs de traction. Car oui, les moteurs de traction sont des moteurs de traction qui sont fixés par le nez. Donc il faut donc en avoir une roue qui est assez grande pour pouvoir aussi utiliser des moteurs d'une certaine puissance, pour pouvoir aussi tracter les trains. Une cabine de locomotive, donc c'était tout à fait oui,
basique. Ouais. Donc on a eu juste les outils qu'il fallait. Donc oui, frein à air comprimé, il était déjà monté. Là, on a le robinet du mécanicien. Et effectivement, c'était déjà, on va dire, luxurieux, car en dessous du siège, on avait quand même un chauffage. Donc le chauffeur, il était quand même, oui, on va dire, gâté. Pour le reste, oui, c'est la technique d'une locomotive, on va dire, normale. Ici, on voit le pantographe qui donc capte en fait l'énergie électrique par le trolley. Bon, ici, le trolley, il est juste mis pour faire montrer, donc il n'est pas sous tension. Donc pour ça, on peut s'approcher sans crainte un pantographe qu'ils utilisaient pour les locomotives. C'est oui, assez simple et assez, on va dire, spécifique, car normalement, les pantographes, ils ont les isolateurs sur ce niveau-là. Donc, mais ici, à cause de la place, donc les mines, ils sont assez, on va dire, étroites. Ils ont fait autrement. Là, on voit les bouts de bois. Et les bois, là, ils sont en fait d'un côté les isolateurs. Sinon, on aurait un court-circuit, car oui, les rails, ils sont, on va dire, le retour du courant. Donc, d'une fois, on va dire, l'isolateur, et d'autre fois, c'est en cas de, on va dire, de rupture de la caténaire, les bois, ils se cassaient et c'était fini. Donc, pour empêcher que le pantographe, il pourrait donc faire tomber tout le trolley. C'était aussi ça. Et pour faire monter et descendre le pantographe, voilà, une simple courte. Oui, tout ça. Et les ressorts pour avoir un bon contact. Et oui, sur le matériel minier, donc là on a donc un pantographe, un frotteur, on va dire, avec des archets en carbone. Et on a aussi sur d'autres locomotives, on n'a pas un archet, donc pas un frotteur, mais en fait un rouleau qui tourne. Bon, c'est le désavantage, le rouleau qui tourne, le point de contact, il est pas grand entre le trolley et on va dire le rouleau, mais c'était au niveau de maintenance, c'était beaucoup plus économique. Oui. Année 1900, donc ils utilisaient ces wagonnets-là. Ils ont une charge utile de 2 tonnes, plus ou moins. Donc c'est tout petit. Et au fil des temps, donc les wagons, ils devenaient plus en plus grands car la production grimpait. Avec les techniques, le rendement, il était beaucoup plus élevé. Ils utilisaient à la fin des wagons qu'ils avaient une charge utile de 15 tonnes jusqu'à 20 tonnes. Donc il fallait aussi donc les locomotives pour tracter tout ça. Et voilà. Et on sait à peu près en combien de temps ils remplissaient un wagon ou ils remplissaient un train? Bah, année 1900, on dit toujours plus ou moins 10 wagonnets par 2 hommes par jour de travail. Donc plus ou moins 20 tonnes de chargement par 2 hommes. C'était pas la règle car il n'existait pas, on va dire, comme aujourd'hui le code du travail et autres. Donc c'était pas régulé. Ils travaillaient sur la tâche, donc plus qu'ils ont chargé, plus de pays ils ont eu. Ouais. Donc c'est difficile à dire. Oui. Ouais. Combien de temps on met pour charger un wagonnet? Car avant de charger le wagonnet, il faut aussi donc abattre les minerais de fer. Donc c'est un tout, une chaîne de travail qu'il fallait faire avant de pouvoir remplir le wagon. Ouais, le wagon luxembourgeois, donc la forme, elle est assez particulière, car ici on a en fait une partie qui descend, c'est en fait pour déplacer le centre de gravité et pour pouvoir déverser le tout plus simplement. Donc à partir, année 1900 et encore auparavant, ils utilisaient cette forme de wagon au Luxembourg. Bon, par la suite, par la mécanisation, ils prenaient d'autres wagons plus grands au fil en fait, de la production. Notre grande chance, les années 90,
Donc les débuts de notre association, les mines en Lorraine fermaient l'une à l'autre, donc c'était pour nous le moment idéal pour acheter le matériel des mines pour en fait pouvoir reconstituer ici le tout. Donc pour ça aussi, on a choisi l'écartement de 70 mm car à l'époque, dans cette mine-ci, ils avaient l'écartement de 74 cm. Voilà. C'était en fait, oui. Pourquoi on a choisi ça? C'était tout simplement les locomotives, tout ce qu'on a acheté, c'était 70. Donc, ouais. Oui, parce qu'en fait, vous avez tout reconstruit, en fait, il n'y avait plus rien, en fait, c'est ça? Il n'y avait plus de voie, il n'y avait plus rien, donc vous avez tout à fait, donc on n'avait plus aucune voie, on n'avait plus aucune locomotive. Ici, dans la mine, on n'avait vraiment strictement plus rien, donc il fallait tout voilà, reconstruire pour pouvoir fonctionner, en fait, le chemin de fer et aussi pour pouvoir faire visiter la mine. Donc voilà, c'était les 30 dernières années, en fait, le travail qu'on a dû faire. Donc on a commencé tout au début, bon j'étais pas encore ici membre, mais c'était en 1994, on avait 2 locomotives et un wagon. Maintenant on a 51 locomotives. Un nombre de locomotives impressionnant, tout comme l'est le travail qui a été réalisé en 30 ans par l'association Minersboon pour réaliser ce parcours pédagogique. Joël me propose de m'enfoncer encore plus loin dans la mine pour me permettre de remonter le temps à ses côtés, jusqu'au début de l'exploitation du site. On va commencer par l'année 1900, c'est en fait tout au fond. Ouais. Donc en fait, on peut s'imaginer un chantier comme vous voyez là, à côté du garde-corps. Donc c'est plutôt le cachet d'un chantier, donc où les mineurs ils travaillaient. Donc le soutènement était le soutènement à bois dans les chantiers, comme vous voyez là. Donc voilà, des étançons en bois, ils étaient érigés pour soutenir le toit. Donc sur les chantiers, ils utilisaient le bois en fait pour soutenir à courte durée. Donc un chantier, il a été creusé juste pour sortir le minerai de fer et par la suite, il a été abandonné. Donc ils utilisaient du bois, c'était pas cher et simple à poser. Et par la suite, ça ne devrait pas fonctionner pendant une centaine d'années. Donc à partir que le chantier il a été défruité, donc les mineurs ils passaient ailleurs pour travailler. Donc pour ça le bois. Et de manière générale, ils utilisaient du sapin. Donc le sapin, il fait un bourdonnement avant de craquer. Donc c'était pour eux aussi, s'ils entendaient le sapin, ils ont su voilà, sortir. Le soutènement, donc au début, en 1900, le soutènement il était fait en bois. Oui. Et à partir de la première mécanisation, ils ont fait autrement, car avec la chargeuse, il faut avoir la place à gauche et à droite pour en fait charger. Et si on met des étançons, on les fait tomber avec la machine. Donc ils utilisaient donc des dispositifs comme celui-ci, donc sont en fait comme une cheville à la maison. Le système, donc ils creusaient un trou au plafond et en fait, cette part, elle était insérée et ici, la tête s'ancrait en fait dans la montagne et ça stabilisait en fait toute la structure. C'est assez simple si on s'imagine un honneur téléphonique arracher une page, tout le monde arrive, mais le tout en un bloc c'est beaucoup plus difficile à donc arracher. Et ici c'est la même chose. Donc tous les blocs au-dessus de nous, ils sont solidés l'un sur l'autre et de manière générale, le soutènement avec ce système-là, il est assez performant. Donc au fur et à mesure, ils avançaient, ils creusaient des galeries comme ça. Ouais. Et le train, en fait, ils ont creusé aussi sa galerie pour qu'il puisse venir chercher le minerai, je suppose, au fur et à mesure. C'est ça, oui. Donc on va commencer au début. Donc l'État donne une concession à donc une société et la concession disait donc en fait en dessous
de cette partie de terrain, on pourrait donc exploiter le minerai de fer. Et dans cette concession, donc, on va dire la société, la première chose qu'ils ont fait, de traverser une galerie principale. Donc là où on a le train, c'est la galerie principale. Et par la galerie principale, ils creusaient donc des galeries secondaires. Donc c'est en fait comme ça là. Donc les galeries secondaires, ils donnaient donc sur les chantiers. Donc ici, on voit encore qu'il y avait une voie ici. Là, on voit encore où étaient les traverses. Donc, les galeries secondaires, ils avaient aussi des voies. Donc, les voies, ils étaient posées de manière durable. Je vais le nommer comme ça. Par contre, dans les chantiers, là, vous voyez plus aucune voie. C'est assez normal car les chantiers, dans les chantiers, ils posaient aussi des voies, mais juste pour accéder au chantier pour faire sortir le minerai de fer. Donc, à partir du moment où le dernier wagonnet est parti du chantier, ils ont déposé la voie et pris la voie pour mettre ailleurs. C'est pour ça que dans les chantiers, vous voyez plus de voie. C'est assez simple, assez normal, oui. Donc voilà, c'est en fait le système. Donc galeries secondaires et par les galeries secondaires, des chantiers pour en fait abattre le minerai de fer. Donc voilà, pour aussi poser la voie, c'était aussi la charge des mineurs. Ils utilisaient aussi des outils comme ça, donc c'est pour centrer les rails, donc pour les courber. Donc c'est un système assez simple, donc il faut juste tourner et par la suite ici, il y a donc la tête qui sort et on peut courber la voie. Bien évidemment, c'était dans les chantiers, c'était une voie assez petite. Oui. Donc oui. Un wagonnet chargé, il pesait 3 tonnes, plus ou moins. Donc, un tel profil était largement suffisant pour cela. Et aussi, pour poser et déposer, c'est beaucoup plus simple de manier un petit rail vis-à-vis d'un gros rail. Et ici, la même chose pour centrer les rails. C'est assez simple, donc il fallait juste tourner et les courber. Et ici, on a encore une petite particularité. Ici, cette installation-là, elle était toujours accouplée au tout dernier wagon de la rame. Donc, c'était au début, donc en année 1900, on va dire, c'était leur, on va dire, frein de secours. En cas de dérive, donc, si le train se coupait, donc les derniers wagons, cela a empêché en fait que les wagons partaient à la dérive et produisaient un accident. Donc celui-ci, il se creusait dans les traverses et il fait dérailler celui-ci et les autres, ils se déraillent aussi et rien ne s'est passé. Donc oui, c'est le précurseur en fait du frein automatique dans les mines. Et voilà, pour abattre le minerai de fer, année 1900, c'était tout à la main, essentiellement. Aussi, les wagons chargés, ils étaient sortis avec des chevaux. Donc, une rame a été constituée et un cheval donc tirait les wagons à l'extérieur. Donc, les mineurs, donc le travail, c'était essentiellement à la main. Aussi, les lampes électriques n'existaient pas encore. Aussi, la lampe frontale avec le casque n'existait pas encore. Et pour faire éclairer le chantier, ils utilisaient une lampe à carbure. Donc, c'est ça là. Donc c'est tout simple, la carbure, donc c'est une pierre en contact avec l'eau, elle donne un gaz, donc l'acétylène. Celui-ci, il est utilisé ici pour produire une flamme pour éclairer. Donc acétylène, c'est ici en bas. Ici en haut, il faut mettre de l'eau. L'eau, elle coule sur la pierre et aussi l'acétylène, l'acétylène, il sort ici. Et ça donne une flamme. On va le mettre en route. Et voilà, ça va arriver. On laisse une chance à la lampe. On la pose ici. C'était le moyen d'éclairage pour les mineurs. C'est vrai qu'on s'imagine mal, parce que là, maintenant, on a un éclairage quand même assez efficace. Mais on peut faire... c'est quand même très... On peut faire l'expérience. Je vais couper le courant et on va voir la différence.
Voilà. Donc on a encore de la lumière qui entre, mais quand même, on peut s'imaginer la lampe à carbure, oui, c'est déjà pas mal, mais quand même pour travailler C'était quand même pas facile, hein. dans un tel endroit, c'est quand même assez fatigant et aussi assez dangereux, car pour repérer avec la lampe à carbure des blocs qui ne sont plus stables, c'était pas facile. Et c'est pour ça aussi, on peut s'imaginer pourquoi au Luxembourg, pendant une centaine d'années d'exploitation minière, 1400 mineurs, ils étaient tués au travail. Donc c'est un chiffre énorme. Oui, mais voilà, les conditions, au début, ils étaient pas si faciles. Mais il faut quand même dire, avant l'exploitation minière au Luxembourg, il n'existait presque rien au Luxembourg. Donc oui, pour les paysans, oui, on avait, mais sinon, on n'avait pas d'industrie. Donc, en fait, l'industrie minière et sidérurgique donnait une grande poussée au Luxembourg pour s'exploiter, on va dire. Donc, voilà, les mineurs, avant de pouvoir changer le minerai de fer, ils devraient donc creuser un trou ou forer un trou. Donc, la foreuse à main, c'est celle-ci. Donc, c'est associé à la main. Donc, il faut juste faire contre le mur et tourner. Donc ça fonctionne effectivement, mais c'est un travail qui est assez pénible. Ouais. Donc, et il fallait donc creuser 4 trous à 1 mètre de profondeur, plus ou moins. Je dirais, oui, une vingtaine de minutes par trou, si on est un peu entraîné. Et par la suite, il faut insérer de la poudre noire pour faire en fait exploser en fait les blocs et qu'ils viennent en fait à terre pour pouvoir charger. Donc oui, la poudre noire a été donc introduite tous les trous, des mèches étaient insérées aussi, donc pour pouvoir en fait allumer les coups de mine et pour faire sauter les minerais de fer. Et par la suite, donc par explosion, les mineurs ils explosaient plus ou moins 20 tonnes. Donc c'était en fait aussi la masse de travail pour charger le jour même. Donc oui. Le travail, il reste toujours le même, donc il faut forer des trous, faire exploser et après le chargement. Et on va dire aussi chaque jour, donc le lieu de travail, le chantier, donc il avance d'1 mètre et il faut aussi donc rajouter les rails à fur et à mesure. Dans ce temps-là, les mineurs, ils étaient payés à leur tâche, donc à leur production. Donc il faut dire pour poser les rails, ils gagnaient rien. Oui. Mais quand même, il fallait qu'ils le fassent. La même chose, le soutènement. Pour le soutènement, ils n'avaient pas en fait de revenus car c'était juste oui, la production qui comptait pour la paye. Donc c'était probablement faire le soutènement comme il le fallait ou charger un wagon de plus. Donc peut-être aussi une petite raison pour les accidents mortels si élevés. Donc oui, il faut aussi imaginer oui, une vingtaine de tonnes qui sont sorties de la montagne. Il fallait donc les charger. Pour pouvoir charger les grands blocs, ils utilisaient le pic. Donc celui-ci pour casser les grands blocs. Et par la suite, charger à la main tous les wagonnets. Mais heureusement, entre les 2 guerres mondiales, on peut dire donc la première mécanisation venait de les mines. Ça consistait donc dans les outils à air comprimé. Donc le système du travail reste le même, juste les outils deviennent plus performants et la production grimpait aussi. Donc on peut dire 5 fois. Donc les 20 tonnes par journée par 2 hommes maintenant grimpent à 100 ou encore plus, 100 tonnes et encore plus. Mais il fallait quand même oui, des outils différents pour arriver. On va démontrer encore les outils. Donc, au premier lieu, ici, la foreuse air comprimé. Donc, ça fait quand même un peu de bruit quand on parle. Mais c'est encore, on va dire, agréable vis-à-vis du marteau-pic. Voilà. Juste faire attention aux oreilles. Et en fait,
après l'explosion, donc de nouveau du minerai par terre qu'il faut donc casser les grands blocs pour pouvoir charger. Et le snaikatsu. Et pour faire ça, ils utilisaient le marteau-pic, donc comme on le connaît encore aujourd'hui sur en fait, les travaux routiers. C'est tout à fait la même chose. Le bruit, c'est exactement aussi la même chose. Yo. Yo. Une journée entière avec ce bruit-ci, c'est inimaginable de nos jours. Et il faut aussi imaginer aussi, donc chaque 20 mètres, un autre chantier qui est donc produisait autant de bruit comme son propre chantier. Si maintenant on parle de 100 tonnes pour charger dans une journée de travail à la main, c'est pas faisable. Donc ils avaient aussi une machine pour faire ça. Donc c'est une chargeuse à catapulte. Donc celle-là. Déjà la description du fonctionnement. Donc ici la pelle. Elle prend le minerai de fer et elle est donc tournée à l'arrière et le contenu de la pelle, il va se déverser dans le wagonnet qui est de l'autre côté. Donc c'est aussi air comprimé. Donc ici vous voyez donc le tablier où le machiniste il est dessus. Donc et d'ici il commande en fait la chargeuse. Elle est aussi sur rail, donc un moteur à air comprimé donc fait donc tourner en fait la machine sur les rails, donc pour refouler et donc aussi avancer avec la pelle dans le minerai de fer. S'il y avait 2-3 tonnes par wagon, ils passaient leur temps à tout le temps à changer les wagons et à donc, changer. C'était un grand saut dans la production. C'était vraiment une grande révolution, on va dire. Voilà, on va aussi le faire fonctionner. Il faut juste aller un mètre en arrière, pas pour que la pelle vous attrape. Et voilà, il faut faire aussi attention de nouveau aux oreilles, car ça fait aussi du bruit. Et après la première mécanisation, la deuxième mécanisation, c'était donc tout sur pneu. Donc des chargeuses sur pneu avec moteur thermique. Donc encore un saut dans la production pour être encore plus rentable, mais quand même, c'était pas gagné quand même. Donc à partir des années 70, les mines fermées à cause du prix de revient, il était beaucoup trop élevé pour continuer. C'est en fait les minerais de fer, donc les petites paillettes qui brillent en dessous de la lumière, c'est en fait l'oxyde de fer qui est dans la pierre. Donc c'est pas encore du fer, mais il faut effectivement une réduction chimique qui se produit dans l'eau fourneau. Et à cause de cette réduction chimique, donc l'oxyde de fer, il deviendra donc du fer. Donc, teneur en fer plus ou moins 30%. Donc, c'est aussi pourquoi le nom minate. On dit le nom minate, c'est un diminutif du mot mine, et on dit ça vient de la teneur en fer qui est assez bas. Et oui, la teneur en fer, 30 à 40%, c'est de manière générale dans tout le bassin minier qu'on a. Donc, tout le bassin minier, c'est 4% au Luxembourg, 1% en Belgique et le restant, c'est en France, en Lorraine. Donc, c'était 110 000 hectares de superficie, le tout. C'est très grand. Après ce long, mais ô combien instructif arrêt au cœur de la mine, il est temps de reprendre le train. Avant de ressortir à l'air libre à l'autre extrémité du tunnel, une nouvelle manœuvre va devoir être réalisée par les membres de l'équipe de Minierspoon. Une autre rame stationne en effet non loin de la sortie. À sa tête, une locomotive diesel qui nous sera indispensable pour poursuivre notre parcours, car à l'extérieur de la mine, la ligne n'est pas électrifiée. Il va donc falloir la sortir de son garage.
Alors que la pluie s'est invitée à La Sauvage, ce village de mineurs situé de l'autre côté de la colline, les manœuvres vont reprendre de plus belle pour replacer le locotracteur en tête du train. Joël souhaite en effet me ramener en France, un territoire sur lequel la ligne de Miniersboon empiète sur quelques centaines de mètres. À l'arrivée, le moment est venu de faire le point sur le chemin parcouru. Ouais, donc on est sorti de la mine. Alors il y a une curiosité là-bas, c'est qu'en fait à la sortie de la mine il y a un aiguillage et vous avez deux sorties qui permettent d'aller encore dans deux directions. C'est tout à fait, oui. Donc l'une direction c'est faire ici, c'est Saône. C'est le premier village de l'autre côté de la frontière française. Donc la ligne qu'on a parcourue maintenant, elle continue dans ce sens-là. Et au bout de la rue, elle contournait à droite pour de l'autre côté de la colline, donc par un tunnel, pour arriver sur Longwy, sur l'usine de Longwy, pour acheminer les minerais de fer dans cette usine-là. Donc la ligne a été construite à cause de cette connexion vers l'usine. On a, on va dire, différents types de maisons. Là, en haut, des maisons plus grandes avec jardin. Là, les tout petites maisons. Donc, c'était aussi tout à fait organisé comme on pourrait voir dans quelle maison, quelle classe de personnel habitait. Donc voilà, les ouvriers ou les mineurs, ils habitaient dans ces petites maisons. Et donc oui, les cadres, les dirigeants dans des maisons plus grandes. Comme plus en haut, ils sont plus grandes, plus spacieuses. Donc c'était une autre classe, on va dire, de revenus. Et aussi, on ne voit pas ici, mais un peu plus loin, c'est un château. Donc c'était le château en fait, du patron en fait, des usines du coin. La Sauvage, si maintenant on retourne, on croise la Sauvage, les maisons à la Sauvage, ils sont similaires avec celle-ci. C'est aussi oui, tout à fait le même type, donc petite maison, une à la côté de l'autre. Avec, en fait, les maisons, ils étaient construites par en fait, les sociétés minières ou en fait les usines. Donc les usines, ils louaient donc les maisons à leur propre personnel. Donc les mineurs, les ouvriers, ils payaient donc du loyer au patron ou à la société pour pouvoir y habiter. C'était en fait, oui, aussi très bien organisé par le patron, car si l'ouvrier il voulait partir chez un autre patron, il devrait partir de la maison. C'est un peu aussi... Voilà. C'est bien pour le mineur, oui, voilà, il a une maison, un bon marché, on va dire, mais quand même, il est lié au patron. Il faut effectivement dire aussi dans cette époque-là, en 1900, on a fait emmener autant de main-d'œuvre de l'Italie ou d'ailleurs, car ici on n'avait pas assez de main-d'œuvre pour y travailler dans les usines et dans les mines. Donc, oui, le problème du logement était vraiment très précaire. Donc, c'était déjà une bonne chose que les sociétés construisaient donc, des maisons pour les ouvriers, pour parer un peu à ces problèmes. Donc et vous avec le train, alors là vous changez de mode de traction puisqu'on est passé d'électrique à l'intérieur de la mine tout à fait, oui. Au tracteur diesel. Ouais. Bon, en fait, on a tous les trois modes de traction. Donc du fond de grâce à Rodange, la locomotive à vapeur. Donc la mine, c'est le train électrique à cause des problèmes évidents liés donc, à un tunnel, à une mine. Et ici, c'est diesel, oui. Je remonte donc à bord du train diesel dans une voiture située en queue de rame, histoire de changer de perspective. Retour à La Sauvage, où Joël tient à me présenter un autre haut lieu de ce site minier. Ici, à La Sauvage, ils avaient une salle des pendus et aussi à Rodange. Ça, la Rodange, elle est beaucoup plus grande que celle-ci, mais ce n'est pas accessible à ce jour. On est encore en attente dès qu'on a remis en état tout le site et l'atelier. Donc, peut-être par après, la salle des pendus, elle sera aussi refaite. Aussi, tous les chaînes, c'est originaire aussi la caisse à savon et aussi les attaches pour les vêtements. Ici, il y a encore une qui marche. Donc, c'est en fait le système. Là, on a encore le savon.
Un dernier petit tour en train pour atteindre l'autre extrémité de la ligne, de ce côté de la colline. Me voici à La Sauvage Église. Tout comme le ruisseau qui matérialise la frontière avec la France, la dite église est cachée par la végétation. On ne s'attardera donc pas trop longuement ici, d'autant que le temps passe très vite et que Joël me réserve la découverte d'une autre chose qui me promet très intéressante de l'autre côté du tunnel. Retour donc à La Sauvage, où je change de nouveau de train pour remonter à bord de celui qui me permettra de retraverser la mine dans l'autre sens cette fois-ci. Je m'installe le temps de ce trajet dans l'une des voitures qui transportent habituellement les visiteurs du site, histoire de profiter des magnifiques étincelles produites par le frottement du pantographe sur le trolley, alimentant en 500 volts courant continu la locomotive. Le spectacle est de courte durée car bientôt, mon train ressort de la galerie et se retrouve à l'air libre. Avant que je m'en aille, Joël m'entraîne dans la remise qui se situe à l'arrière du bâtiment, car il tient à me présenter une machine dont l'association est très fière. Le petit locotracteur qui m'a servi de taxi en début de journée va maintenant la sortir à l'extérieur pour que vous puissiez mieux l'apprécier. Il s'agit de l'une des 4 machines à vapeur en la possession de l'association. 2 sont en état de marche. En tout, on a 4 locomotives à vapeur, mais les 2 autres, ils sont pas fonctionnels, donc ils sont préservés, ils attendent le jour J pour la restauration. Mais actuellement, on a 2 qui sont en état de marche. L'une, c'est celle-ci, elle est en service, construite en 1895. Donc cette année-ci, elle fêtera donc son 130e anniversaire. Et la deuxième, elle n'est pas en état de service, car la chaudière, elle est en révision. Elle est un peu plus jeune, construite en 1897. Les 2, ils étaient construites par Cross à Munich. C'est finalement à pied que je vais quitter le Fond de Grasse, car Joël m'a indiqué un chemin qui non seulement me permettrait de longer sur quelques dizaines de mètres la ligne empruntée par le train 1900, mais également de suivre ce que les luxembourgeois appellent par un abus de langage un funiculaire. Je dois vous avouer que j'en ai longtemps cherché les rails, avant de comprendre qu'en réalité, il fallait regarder vers le ciel, car il s'agissait d'un ancien téléphérique industriel qui constituait un autre moyen de transporter le minerai de fer jusqu'aux hauts fourneaux les plus proches, situés à 1,5 km de là, à vol d'oiseau, contre 10 km en train. Décidément, ce site de Minette Park s'avère passionnant. Il faudra que j'y revienne. En attendant, d'ici quelques semaines, le reportage sur cette chaîne consacrée au train 1900, je vous propose une autre visite patrimoniale au Luxembourg, celle du musée des tramways, auquel vous pourrez accéder en cliquant sur cette vignette.